Bonjour. Cette intervention porte sur la résistance civile algérienne à la radicalisation violente, notamment le djihadisme, pendant les années 90, des années 2000, entre 1989 et 2004. La résistance civile algérienne à la radicalisation djihadiste est souvent associée aux manifestations des femmes algériennes contre le terrorisme pendant les années 90, plus exactement les grandes manifestations de mars 94 qui avaient rassemblé entre 400 000 et 600 000 personnes, en majorité des femmes, dans les grandes villes, Alger, Annaba, Oran et Béjaïa, à l'initiative principalement de 5 associations de femmes: RAFT, le Rassemblement algérien des femmes démocrates, la ITDF, l'association indépendante pour le triomphe des droits de femmes, la SVT, l'association indépendante pour la solidarité aux familles de victimes du terrorisme, et la commission femmes MPR, et enfin SOS Femmes en détresse. Toutefois, il existe une autre dimension aussi de la résistance civile algérienne, celle qui a eu lieu non pas dans les grandes villes, mais dans les périphéries, dans les zones rurales, périurbaines, en Mitidja, donc à la périphérie de la capitale, dans les villages en Kabylie, dans les milieux ruraux, dans l'Ouarsenis et la steppe à Djelfa par exemple, à Flou. Et cette résistance civile est encore mal connue, ou pour ne pas dire peu connue. Elle est constituée d'habitants de milieux agricoles qui ont été les soutiens sociaux, culturels, logistiques des patriotes, c'est-à-dire des groupes d'autodéfense armés, des villages face au djihadisme entre 1994 et 2004. Mon propos se situe bien après une enquête que j'avais menée, une enquête ethnographique que j'avais menée dans les années 90-2000, fin 90-2000. Et j'aimerais aujourd'hui évoquer cet aspect, cet aspect de la résistance civile en milieu rural, à partir de cette enquête ethnographique, à partir des résultats de cette enquête, que j'ai eu l'occasion de réaliser pour la préparation d'un doctorat en sciences politiques au sujet, entre autres, de la résistance à la radicalisation violente. C'est une enquête que j'avais réalisée entre 1999 et 2004 dans les communes de la plaine de la Mitidja, donc à la périphérie d'Alger, dans la partie est de la plaine, dans les communes de Baraki, de Ouled Halal, de Raïs, de Deimet, Bentalha, donc toutes ces petites communes, ces petits villages, quartiers qui se situent dans la partie est, mais aussi dans la partie ouest de la plaine, dans les communes de Ouled Aish, Amrossa, Rovigo, Tabaynat et Khazrouna. Voilà, ce sont les petits villages, petites agglomérations situées dans des champs agricoles dans la partie ouest de la plaine de la Mitidja. Donc ce travail a pu avoir lieu à partir de la fin de l'année 99, à la suite de la libération des agglomérations de la Mitidja par les patriotes et les GLD, donc les groupes d'autodéfense armés, les villageois armés, et du retour progressif de la sécurité et de l'État dans la majorité de ces villages. Donc c'est ce retour de la sécurité grâce à l'action des villageois qui a pu ouvrir petit à petit des perspectives pour réaliser un travail
d'études ethnographiques à l'époque. Et l'enquête a eu lieu grâce, entre autres, aux entretiens, une série d'entretiens, une centaine d'entretiens approfondis réalisés dans les villages, avec notamment des femmes issues de familles de victimes de terrorisme, mais aussi grâce à leurs proches, parentes, voisines et connaissances qui étaient connues comme étant des cibles du GIA, compte tenu de leur profession, de leur culture personnelle ou bien de leur parcours social, parcours culturel, parcours idéologique, politique, de leurs idées, de leur engagement, notamment dans des milieux progressistes, mais aussi des milieux religieux, éclairés, traditionnels souvent, qui étaient la cible des djihadistes. Donc des femmes issues de ces hameaux, de ces communes rurales ont été mes principales guides, informatrices, de manière complètement volontaire. À travers les différents villages, elles m'ont introduit auprès de familles, auprès de personnes qui ont résisté, notamment leurs parentes, leurs anciennes camarades d'école, de travail, des voisines, qui ont accepté de témoigner et qui ont accepté patiemment d'apporter leur témoignage, connaissance, compréhension de ce qu'elles ont vécu et de ce qui s'est passé dans leur douar, dans leur village, dans leur quartier. Les entretiens avaient lieu à leur domicile même, en présence souvent de leurs parents, de leurs proches parents, de leurs enfants quelquefois, de leurs voisines et amis. Et petit à petit, un réseau d'interconnaissance entre femmes s'est créé et a permis d'accéder aux familles de patriotes, de GLD, aux membres féminins de ces familles, et de comprendre finalement le processus sociologique de formation de la résistance civile, mais aussi celui du djihadisme dans les villages, de ces acteurs parmi les voisins, parmi les parents et dans certains cas parmi les plus proches. J'avais rencontré ces femmes à travers les associations locales, les associations de femmes, à Alger notamment. Et à l'époque, c'était principalement SOS Femmes en détresse qui m'avait permis de prendre contact avec Boufarik. C'était très difficile, même si on était à Alger, de trouver un accès aux agglomérations de la Mitidja. Il y avait comme une espèce de frontière, de hiatus, de clivage qu'il fallait transcender pour avoir accès à la population de la plaine, notamment les populations qui avaient résisté. Donc cette ethnographie a permis de comprendre un certain nombre de choses importantes au plan historique et au plan également sociologique. Et d'abord, il faut peut-être lever certaines confusions qui ont été faites sur les groupes islamistes armés, ce qu'on a appelé les groupes islamistes armés, qui ont émergé et qui sont passés à l'action violente finalement dès 1989 et non pas en 1992, c'est-à-dire après l'annulation des élections législatives. De nombreux articles de presse et même des études historiques confondent entre le passage à l'action violente par les groupes islamistes armés dès 89 et finalement le passage à l'action armée de manière collective de la part
du GIA et du fils qui, lui, a eu lieu un peu plus tard. Le GIA passe à l'action dès 89 en Mitidja. Et on arrive vraiment à dater, sourcer, documenter ces faits. Le fils le fait de manière politique plus tard. Et c'est cette confusion entre les deux moments du passage à l'action qui a conduit aussi à beaucoup de nombreuses polémiques, voire à de nombreux conflits politiques. Il y a une différence au niveau idéologique, au niveau doctrinal entre le GIA et le fils. Je ne vais pas revenir sur ce point, qui est un point compliqué, qui nécessite un autre type de clarification. Mais historiquement, les sources de première main, notamment les sources en arabe et en anglais, montrent que le retour des salafistes, takfiristes, donc les islamistes algériens d'Afghanistan et de Peshawar, donc du Pakistan, sont à l'origine de la création des premiers groupuscules djihadistes appelés les Hijra wa Takfir. Donc ce sont des groupes qui appellent à l'excommunication de la société algérienne, et aussi les groupuscules connus sous le nom l'Amr bil Ma'rouf wa Nahy al Munkar, pour voir le bien et pour pourfendre le mal. Et c'était principalement à la périphérie d'Alger, à Badjarah, et puis également à Boufarik, dès 89. Il s'agit alors d'une phase plutôt milicienne, djihadiste, où les groupuscules sont organisés sous forme de milices locales. Elles ne sont pas connues au niveau régional et national encore. Mais pendant cette période, de nombreux actes violents et même des actes terroristes ont été commis, notamment l'attaque contre la caserne de l'armée nationale populaire à Gmar, à Ouedsouf, dans le sud-est de l'Algérie. Mais il y a eu aussi des actes de lapidation et des expéditions punitives contre des femmes, dans des quartiers d'Alger et dans d'autres villes, et aussi contre des intellectuels, des militants de la société civile, des milieux progressistes, des artistes, des religieux éclairés. Je parle de 1989 encore, bien avant l'annulation des élections législatives en 92. Et c'est en 92 que se sont réunis, que tous ces groupuscules, ces milices se sont réunis en une seule organisation appelée Al-Jama'a al-Islamiyya al-Musallaha, le GIA, le groupe islamique armé. Et donc à partir de 92, il s'agit d'une organisation appelée GIA et non pas des GIA comme l'ont appelé certains journalistes, observateurs, organisations, etc. Donc, c'est cette nouvelle réalité de 92 jusqu'à 2004, qui constitue finalement la trame, la réalité villageoise face à laquelle s'opposent de manière civile et bien évidemment aussi armée de nombreux habitants, citoyens de la Mitidja. Moi je me concentre sur la Mitidja parce que c'est vraiment le haut lieu du djihadisme. Tous les émirs, tous les chefs, les émirs entre guillemets, les chefs de la radicalisation violente viennent de cette région-là, de différentes agglomérations de cette vaste plaine qui enserre, qui entoure finalement la capitale algérienne.
Et pour revenir à la radicalisation, plus exactement à sa dénomination concrète, qui est idéologique, qui est le djihadisme, la doctrine politique du GIA est finalement le djihadisme. Elle est ancrée dans le djihadisme au niveau international et elle appelle à l'instauration d'un émirat, comme on peut le voir dans une déclaration du chef du GIA en 93, Ghousmi. Il appelle à l'instauration d'un émirat sur la voie de ce qu'il appelle le Salaf, les premiers fondateurs du califat, voire les premiers fondateurs de la communauté prophétique islamique originelle. Il s'agit concrètement pour Ghousmi, dans son appel à l'instauration d'un émirat, d'ébranler l'ordre national, culturel, économique, religieux, civilisationnel, historique en place en Algérie et lui substituer un ordre nouveau, absolutiste, qui est celui de l'émirat, l'Imara al-Islamia. Et c'est ce qui est désigné ici dans mon propos comme étant une action radicale, violente. Elle est radicale et elle est aussi millénariste. Mais j'aimerais pas trop approfondir cet aspect-là parce qu'il nécessite un autre type de clarification aussi. Quant à la résistance armée, elle est représentée par les patriotes. Ce que les patriotes définissent comme étant le muwatin al-watani. Quand on pose la question de savoir pourquoi ils se sont appelés ainsi, ils se font appeler ainsi, ils expliquent que patriote veut dire muwatin watani. C'est en tout cas leur définition, la définition qu'on donne de nombreux patriotes en Mitidja. C'est un citoyen patriotique, voilà. Donc c'est le patriotisme qui constitue la référence de la radicalisation, de la contre-radicalisation, pardon. Et c'est en 1994, en Mitidja, dans la périphérie de Boufari, Kahaouchgro, que l'attaque en masse organisée par Antal Zouabri, le chef du GIA alors, contre le domicile d'un militant gauchiste, Mohamed Sellami, qui est en réalité aussi son ancien voisin et son ancien adversaire, je dirais aussi politique, qui constitue finalement l'acte fondateur. C'est cette attaque contre la maison familiale des Sellami qui constitue l'acte fondateur de la genèse, de la naissance des patriotes. Parce que Sellami, son épouse, sa mère, sa tante, ainsi que tous les membres de la famille ont pu affronter Zouabri et ils l'ont affronté avec des armes, des cocktails Molotov et le chef du GIA, qui était leur ancien voisin, a battu en retraite. Et c'est cet acte de résistance, d'autodéfense, et qui a constitué finalement l'acte qui a marqué par la suite de nombreuses autres familles qui ont pris exemple et qui ont rejoint le mouvement, par la suite le courant, voilà le courant, je dirais, d'autodéfense initié par Sellami. Et l'histoire de cet acte de résistance donc a fait le tour des villages
Mitidja, mais au-delà. Aussi dans la région du sud-centre algérien. Et des citoyens qui rejetaient le djihadisme de manière silencieuse ont fini par sortir de leur silence et soutenir et affirmer ouvertement leur refus du GIA. Et c'est cette deuxième circonvolution de la résistance armée, la résistance qui fut silencieuse, qui désigne finalement cette résistance civile dont l'on parle aujourd'hui. Toutefois, il me semble important aussi de souligner que le mouvement de rejet du djihadisme n'a pas été spontané dès 1989. Évidemment, de 89 à 94, il y a une résistance, mais elle est silencieuse. C'est le basculement dans l'acte de résistance armée par les citoyens qui marque une sortie du silence de nombreuses familles, citoyens. Et ça prend finalement du temps parce que tout cela ne s'est pas formé du jour au lendemain. Au début, en 89, je crois en 93, on comptait peu de personnes engagées ouvertement dans les villages. Et la plupart des villages ont connu une période ambivalente. Ça, il faut le dire. C'est à partir de 94, dans les villages et non pas Alger, dans les grandes villes, qu'on voit vraiment l'émergence d'une résistance armée et civile affirmée. Il est donc important de distinguer les différents moments historiques d'émergence de la résistance civile. En milieu rural, cette émergence a eu lieu beaucoup plus tard, à partir de 95-96, après les élections présidentielles. Il n'était pas possible d'affirmer publiquement la moindre voix dissonante, la moindre pratique dissonante avec le GIA dans certaines agglomérations en Mitidja au risque d'être condamné et exécuté. C'est dû, cette émergence tardive de la résistance civile publiquement est due au fait que les agglomérations et les périphéries et des différentes petites villes en Mitidja étaient contrôlées complètement par le GIA, étaient sous contrôle. Et il faut le rappeler, les services de sécurité n'avaient pas le contrôle de ces territoires pendant quelques années. Il a fallu attendre progressivement l'émergence de la résistance armée des patriotes et des groupes d'autodéfense en 94 pour que les services de sécurité et l'État reviennent petit à petit et puissent reconquérir ces territoires. Voilà, alors que dans les grandes villes, le GIA n'a jamais eu le contrôle absolu, bien qu'il y avait des attentats, il y avait des actes violents, mais il n'y avait pas un contrôle des grandes villes, heureusement. Et donc, la question est finalement de savoir quelle est la culture, quelles sont les valeurs qui ont sous-tendu cette résistance civile en milieu rural et quelles sont finalement les dynamiques identitaires, les valeurs qui étaient derrière le rejet culturel du djihadisme, ce qu'on appelait l'irhab dans les milieux ruraux, et du rejet des pratiques, des principes, des objectifs politiques et de la vision du monde djihadiste, et le rejet même des chefs
du GIA et de ce qu'il représentait socialement, culturellement, historiquement, de manière collective. Donc les femmes que j'avais rencontrées et qui étaient de ces régions expliquent que c'est leur valeur familiale, notamment historique, politique, de participation à la guerre d'indépendance, celle qu'elles ont héritée de leur famille, de leur mère, de leur père, de membres de leur parentèle, et celle aussi du mouvement national de décolonisation dans certains cas. C'est dans ces valeurs que s'inscrit finalement leur refus et leur rejet, leur ras-le-bol à un moment donné de la terreur. Et dans certains villages, la culture qui sous-tend la résistance civile est davantage culturelle, plus ancienne encore. C'est celle de l'appartenance à la culture locale, la culture du terroir. Celle du Fas, de l'ancienne Mitidja, de la Mitidja historique. Donc, la résistance des femmes, de leur famille, s'inscrit finalement dans un ordre historique, dans une identité historique. Elle ne s'inscrit pas dans une identité politique au sens traditionnel, conventionnel du terme. Ce ne sont pas des valeurs héritées d'un parti politique qui soit de gauche, d'un parti démocratique. Ce sont des valeurs héritées de leur famille. Et beaucoup d'entre elles sont des mères de famille, des ménagères. Elles sont pour certaines des petites artisanes. Elles sont aussi issues du commerce, de l'artisanat, souvent dans l'informel. Elles ont un niveau d'instruction qui est souvent d'un niveau élémentaire. Et c'est finalement leur histoire familiale, leur mémoire familiale, historique, qui est au cœur de la dynamique culturelle de résistance. Et dans la définition qu'il donne de la résistance face au totalitarisme, Jacques Semelin écrit que résister suppose toujours invoquer une histoire, une mémoire, une culture par lesquelles je dis non, pas ça, plus ça. Et comme le souligne l'analyse de la résistance civile face à l'idéologie totalitaire, les résistants continuaient à en penser moins, à croire un système de valeurs hérité de leur éducation, en contradiction flagrante avec celui du nationalisme, du national-socialisme. Donc en conclusion, il ne s'agit pas ici de dire que la résistance civile en Algérie, le djihadisme, c'est le bien contre le mal uniquement, mais de montrer que la résistance civile dispose d'une autonomie culturelle, sociologique et même politique vis-à-vis des appareils de masse politiques de l'époque, comme le FLN, le RND, l'ONM, l'Organisation nationale des anciens moudjahidines. Et les leçons apprises de cette expérience algérienne face au djihadisme révèlent que la société civile informelle dans les zones périphériques, les zones de non-droit, les zones marginalisées, périurbaines, rurales, où l'État, le développement, l'infrastructure est grégaire, ces zones disposent quand même de ressources propres, de ressources civiles, humaines,
historiques qui leur permettent une action, de mettre en place une action collective pour résister à des doctrines violentes, destructrices des droits humains, dont le djihadisme est l'expression majeure de notre époque. Et qu'il est nécessaire finalement de s'appuyer sur ces valeurs autonomes, propres à ces communautés, à ces sociétés, de surtout les connaître et de savoir les reconnaître pour affirmer les valeurs collectives citoyennes dans ces régions difficiles aujourd'hui à pacifier. Non pas dans le cas de l'Algérie, mais dans d'autres pays voisins. Et qui n'est pas nécessairement obligatoire d'injecter des valeurs exogènes, démagogiques, pour lutter contre le djihadisme, comme on peut le voir dans de nombreuses régions aujourd'hui, confrontées à la radicalisation, par exemple au Mali voisin, au Niger voisin, mais même au Burkina, donc dans la région sahélo-sahélienne, saharienne. Voilà. La discussion et l'échange est ouvert et on pourra revenir sur toutes ces hypothèses et ces spécificités de la résistance civile en Algérie. Merci.